Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est pas comme ça l'alimentation. C'est pas parce que les pommes coûtent 2 fois moins cher que naturellement vous allez acheter 2 fois plus de pommes. Un poulet sur un marché, il y a la moitié qui viennent du Brésil, vous ne pouvez pas savoir s'il vient du Brésil ou de France. Ceux qui gagnent sont toujours ceux qui ont les normes les plus faibles. On a été très naïfs dans cette mondialisation. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Cela fait déjà 3 mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 € par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. On le rappelle, vous pouvez nous poser des questions sur l'économie en commentaire de la vidéo sur YouTube ou par mail à contact@lemediatv.fr et on se fera un plaisir d'y répondre avec Thomas. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la colère des agriculteurs, c'est parti. La colère des agriculteurs s'intensifie depuis presque 2 semaines. Blocage d'autoroutes, barrages filtrants, lisiers sur les préfectures, manifestations, rassemblements sur des ronds-points. Toute la France est concernée. Dans d'autres pays européens aussi, d'ailleurs, on a pu voir des manifestations d'agriculteurs. Une colère qui remporte un gros soutien populaire. Du côté des politiques, tous bords s'accordent pour dire qu'ils aiment les agriculteurs français. La Fronde a d'ailleurs de multiples visages et revendications. Elle part d'agriculteurs, adhérents ou non à un syndicat, soulevant éleveurs dans le sud, où la première revendication, c'est le revenu. Pour la FNSEA, cela passe officiellement par le respect de la loi Egalim sur une meilleure répartition du revenu ou encore le paiement des aides en temps et en heure. Dans leur liste de revendications, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ciblent surtout les normes environnementales qui feraient pression sur les exploitants agricoles. La Confédération paysanne, syndicat agricole qui s'oppose au modèle agro-industriel, a rejoint la mobilisation. Elle s'accorde sur le constat, mais pas sur les causes et les solutions. La Confédération paysanne revendique la fin des traités de libre-échange et de l'ultra-libéralisation et une instauration de prix plancher. Sur le terrain, des agriculteurs, dont des adhérents FNSEA et JA, ciblent aussi les traités de libre-échange. Tous s'accordent pour dire qu'il manque une réelle politique agricole nationale et européenne. Thomas, tous les agriculteurs sont en colère, de la Confédération paysanne à la coordination rurale en passant par le géant FNSEA. Est-ce que toi tu comprends les raisons de la colère aujourd'hui ? Oui, je les comprends bien. Alors en fait, pour moi, les raisons de la colère, elles sont assez proches de celles du mouvement des Gilets jaunes. La première des choses, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail. Et ça, tous les agriculteurs l'ont dit. Même si sur les revenus, il y a des fortes inégalités, grosso modo, c'est on n'arrive pas à vivre dignement de notre travail. Et puis la deuxième chose, c'est un sentiment d'injustice. Chez les Gilets jaunes, il y avait ce sentiment d'injustice, notamment avec cette injustice fiscale, parce qu'on avait une taxe qui avait été mise sur les carburants, alors que la fiscalité avait été baissée sur les plus riches, mais aussi sur les entreprises. Et on avait le sentiment, chez des petits patrons de PME, qu'ils étaient étouffés par une pression fiscale qui était plus élevée que celle des multinationales. Et ils avaient raison. Et là, chez les agriculteurs, il y a ce sentiment qu'il y a un certain nombre de normes, de réglementations qui sont pour eux et qu'au même moment, on les met en concurrence via des traités de libre-échange qui sont signés par la Commission européenne avec des pays où les normes sociales et environnementales sont beaucoup plus faibles. Et donc, il y a ce sentiment d'injustice qui se manifeste. Aujourd'hui, des agriculteurs, tu l'as dit, arrivent à perdre de l'argent en travaillant, notamment les éleveurs ou les maraîchers qu'on entend beaucoup. Comment on en est arrivé là ? En fait, l'instabilité, elle remonte aux années 80. Vous savez, au début, l'agriculture en France et en Europe, elle était plutôt protégée. Il y avait des prix garantis, ce qui permettait aux agriculteurs d'avoir une visibilité et d'investir, parce que les investissements, c'est des investissements lourds, où on s'endette, où le retour sur investissement nécessite qu'on ait quand même une visibilité sur les prix. Et puis, il y avait un certain nombre de quotas entre pays européens, ce qui faisait que l'agriculture était régulée. Et ça se passait plutôt bien. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'excédents et qui a fait aussi qu'à un moment, beaucoup ont voulu se tourner vers le libre-échange et ils se sont pris le libre-échange en pleine tête après. Parce qu'au début, ça fonctionnait bien. Il y avait des débouchés en Europe de l'Est, il y avait des débouchés dans les pays du Golfe, il y avait des débouchés en Afrique. Puis des pays émergents comme le Brésil sont arrivés sur le marché. Et aujourd'hui, on voit bien que la mondialisation joue contre nos agriculteurs, que ce soit européen, mais que ce soit aussi à l'intérieur de l'Europe. Puisque la production allemande bénéficie beaucoup de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est peu cher ou des travailleurs détachés d'Europe de l'Est qui lui permet d'avoir des coûts parfois 30%, des coûts salariaux 30% moins chers qu'en France.
Voilà, exactement. Mais ensuite, il y a eu des prix qui ont été des prix de marché, et vous avez eu la mondialisation. Et la mondialisation, comme j'ai dit, avec les pays émergents, a fait que ils avaient des normes plus faibles, donc ils étaient plus compétitifs. Pour répondre à ça, les agriculteurs ont dû encore s'endetter, produire plus, à des prix plus faibles. Et donc, ils ont, ce qui est assez paradoxal, produit plus, mais gagné moins. Et à cela s'est ajouté, à partir de 2000, la financiarisation des matières premières. Au début, une matière première agricole dépendait de quoi ? De l'offre et de la demande, des fondamentaux qu'il fallait déjà maîtriser, d'un risque géopolitique qui peut toujours arriver, d'un risque climatique ou météorologique qui peut affecter les cultures. Donc c'était déjà compliqué. Mais aujourd'hui, un produit financier dépend de choses encore plus compliquées, puisque vous avez des produits financiers comme le Goldman Sachs Commodity Index, qui regroupe par exemple 24 produits. Des produits pétroliers, des métaux précieux, mais aussi des matières premières agricoles, dont les fondamentaux n'ont absolument rien à voir entre eux. Le blé, le cacao, le soja, par exemple. Et donc, quand vous allez avoir le pétrole qui va augmenter, il y a une autocorrélation, ça va faire augmenter le soja, le blé, le cacao. Donc, la volatilité sur les marchés financiers des matières premières, elle a très fortement augmenté. Donc, en réalité, les agriculteurs visent l'instabilité du commerce international, l'instabilité de la financiarisation des matières premières qui rend les prix très volatiles, et l'instabilité, quelque part, des normes et des réglementations qui ne dépendent pas d'eux et qui leur sont imposées par une technostructure bruxelloise ou française. Comme je l'ai expliqué, certains, et tu viens de le dire, ont tendance à cibler les normes environnementales, ce qui peut se comprendre quand on impose des normes dans un monde extrêmement compétitif où l'on demande toujours moins cher et plus de rendement. Tu viens juste de l'expliquer. La FNSEA porte officiellement comme revendication, entre autres, la réduction de ces normes, notamment environnementales. Thomas, je te pose la question, même si tu y as un petit peu répondu. Est-ce que c'est vraiment l'écologie le problème ou est-ce que c'est plutôt les politiques libérales et néolibérales ? On ne peut pas avoir les deux, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je me souviens quand il y avait ce traité de libre-échange avec les États-Unis, le TAFTA, qui n'a pas été signé, en partie grâce à Trump. Quand il y avait ce TAFTA, on était prêt, l'Europe, à signer avec les États-Unis, alors que les États-Unis, ils ont une agriculture beaucoup plus industrialisée que la nôtre, ils ont le prix de la viande qui est beaucoup moins cher que la nôtre, et on allait offrir cette compétition à nos agriculteurs qui sont déjà dans une situation négative. Et moi, j'étais contre le TAFTA, avec un certain nombre de militants, il y avait ce slogan « TAFTA ou le climat, il faut choisir ». Mais c'est exactement ça. La concurrence internationale ou le climat, il va falloir choisir. Il faut des normes environnementales. Il en faut. On n'a pas le choix. Il y a la transition écologique qu'il faut mener. Il en faut. Mais si vous en faites et que de l'autre côté, vous ouvrez le marché à une concurrence qui n'a pas ces normes-là, ceux qui gagnent sont toujours ceux qui ont les normes les plus faibles. Parce qu'un poulet sur un marché, il y a la moitié qui viennent du Brésil, vous ne pouvez pas savoir s'il vient du Brésil ou de France. Donc c'est toujours celui qui a les normes les plus faibles qui gagne. Donc si on fait une transition écologique, il va falloir remettre en cause un certain nombre de règles du libre-échange, de règles européennes, dont le but c'est de mettre en concurrence les États et donc les normes sociales et environnementales. Sinon, ça ne pourra pas être fait. Si on fait des normes et que l'économie reste ouverte, ça va créer ce que nous avons connu, le malaise des agriculteurs, l'appauvrissement et probablement la disparition, encore une fois, d'un certain nombre d'exploitations. Il y a pas mal de traités de libre-échange qui sont soit en cours de négociation, soit signés. Et c'est des traités que la majorité ou la droite, à l'Europe jusqu'aux socialistes, soutiennent. Oui, tout à fait. Parce qu'ils vous disent en fait que ça va justement réajuster les normes vers le haut. Parce que c'est une négociation, c'est plutôt l'inverse. Et on se rend compte, par exemple, avec un traité qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande, qu'il y a une partie de l'agriculture de Nouvelle-Zélande qui utilise des produits qui sont interdits en France, mais les importations vont être possibles. Donc là, vous voyez, ça crée quand même des difficultés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous signez un traité de libre-échange, c'est ce que je viens de dire, c'est toujours celui qui a les normes les plus faibles qui l'emporte. C'est-à-dire que tout le monde va devoir s'ajuster sur celui qui a les normes les plus faibles. C'est pour ça que dans les traités, souvent, et je me souviens dans le traité de libre-échange avec les États-Unis, ils voulaient supprimer un certain nombre de labels ou d'appellations protégées, parce qu'ils voulaient qu'on soit sur un pied d'égalité. Donc on ne pouvait plus appeler champagne, ils voulaient qu'on appelle tous les vins à bulles du champagne, ils voulaient que la mozzarella, que la feta n'ait plus cette appellation d'origine contrôlée, parce qu'il y avait une volonté de mettre tout le monde sur le même niveau, ce qu'on appelle en économie le level playing field, où la concurrence peut s'exercer sur un même niveau pour tout le monde. Voilà. Mais à partir du moment où on fait ça, c'est celui qui a les normes les plus faibles qui l'emporte. Donc on ne peut pas signer des traités de libre-échange et imposer une transition écologique à nos agriculteurs. Ça ne va pas être possible, ça. Est-ce que pour toi, il faut bannir complètement tous les échanges ? En fait, il faut réguler. Le problème, c'est qu'on a été très naïfs dans cette mondialisation. Enfin, naïfs, certains. Parce que beaucoup, dès le début, ont dit que, dès les années 90, que probablement, il y a une partie de la population qui allait en pâtir. On ne parle pas d'un produit comme un autre. On parle d'un produit qui est alimentaire. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que les prix vont être divisés par 2
qu'on va consommer 2 fois plus. C'est-à-dire que l'élasticité n'est pas une élasticité comme dans d'autres biens. C'est pas parce que les pommes coûtent 2 fois moins cher que naturellement vous allez acheter 2 fois plus de pommes. C'est pas comme ça l'alimentation. Donc cette course à la compétitivité, à la baisse des prix, elle ne se traduit pas par un surcroît de demande. C'est pour ça que ces 30 dernières années, les agriculteurs, ils ont augmenté leur productivité comme jamais. Ils se sont mécanisés comme jamais. Ils ont créé beaucoup plus de valeur par tête que précédemment. Et en même temps, ils se sont appauvris. Ils sont subventionnés à plus de 90%. Là, ils sont subventionnés. Ils se sont appauvris, ils ont besoin des subventions. Pourquoi ? Parce que l'agriculture n'est pas un produit comme un autre. Et dans l'agriculture, toute offre ne crée pas sa propre demande. Et donc la vraie question, c'est comment on organise l'agriculture pour satisfaire l'intérêt général et pas comment on organise l'agriculture pour qu'elle soit plus compétitive que son voisin qui n'a pas les mêmes normes sociales et environnementales. Et depuis le début, enfin la continuité de cette colère, parce qu'elle avait déjà commencé il y a quelques mois, sur les bancs de la majorité, dans le gouvernement, ça dit aimer ses agriculteurs, être proche des agriculteurs, etc. Est-ce que du coup, quand on sait la politique néolibérale du gouvernement, tout ça, c'est une posture ? Oui, c'est une posture. Et la crise n'a pas commencé il y a quelques mois, elle a commencé même il y a plusieurs années. En fait, il y avait déjà des gens dans les années 90 qui disaient que les revenus des agriculteurs augmentaient moins vite que les autres revenus. Il y a eu en 2014, avec les prix du lait qui ont chuté très fortement, très brutalement, 40% de chute des prix du lait, ce qui a été un vrai problème pour ceux qui avaient investi en achetant des équipements pour pouvoir produire du lait. Donc la crise, elle remonte, elle est récurrente. Alors c'est toujours ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Dès que ça crie, il colmate un peu les brèches avec 2-3 mesurettes, et puis il se dit ça va tenir peut-être encore 1 an ou 2, et puis dès qu'il y aura un autre choc, ça reviendra. En fait, notre économie, que ce soit l'agriculture ou ailleurs, mais l'agriculture c'est particulier parce que c'est quand même des biens que nous consommons, c'est des produits, c'est plus important qu'une paire de baskets ou autre. Mais toute notre économie, en fait, au moindre choc, on sent qu'il y a une fragilité énorme. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'inflation, on le voit avec les agriculteurs. Et la vraie question, c'est comment on les protège. Alors, il y a aussi le rapport avec la distribution, parce que là, on se rend bien compte que l'Europe, qui aime beaucoup la concurrence, ne dit pas un mot sur cette espèce d'oligopole que sont les distributeurs. Et les distributeurs, on les voit très peu dans les médias. Normalement, ils aiment beaucoup aller parler quand il y a de l'inflation. Là, on les voit très peu, bizarrement. La loi Egalim, selon un rapport du Sénat, n'a pas permis aux agriculteurs de couvrir leurs coûts sur un certain nombre de biens. Donc, jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, à part les subventions de la PAC qui les aident, il n'y a rien qui a été fait pour donner un avenir un peu plus radieux à nos agriculteurs. Et quel rôle peut et doit jouer l'Europe dans tout cela ? Il faut revenir à... Normalement, l'Europe... Mais ce n'est pas son principe de base, parce qu'il y a quand même les principes de base de l'Europe, ce sont la concurrence. La concurrence entre entreprises, mais aussi maintenant de plus en plus la concurrence entre États. L'Europe, si elle voulait protéger ses agriculteurs, elle régulerait à ses frontières les importations d'un certain nombre de biens pour protéger ses agriculteurs, mais ça ne suffirait pas, parce qu'à l'intérieur même de l'Europe, vous avez une très forte concurrence. Donc on en revient toujours au même problème. Si on veut une souveraineté alimentaire, c'est une souveraineté nationale. Si elle est européenne, alors dans ce cas-là, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas cette concurrence qui se mette en place. Mais comment le faire alors même que l'architecture de l'Europe, c'est un marché unique qui a pour but de mettre en concurrence les États et les entreprises, parce qu'on nous a expliqué que c'est de là que viendrait le bonheur. Donc vous voyez, faire une souveraineté européenne, c'est peut-être un premier pas. Mais ça n'enlèverait pas le fait que dans l'Europe, il y a une petite mondialisation qui se joue, une petite concurrence sur les coûts et la compétitivité qui se joue, et qui va être néfaste aussi en partie pour nos agriculteurs en France. À part pour les partisans adhérents de la Confédération paysanne, aujourd'hui le dialogue est parfois rompu, on le voit là sur tous les plateaux, entre la gauche, les écologistes et les agriculteurs, même si on le note, moi je le vois, ça tend à changer quand même. Pourquoi ? Est-ce que la gauche et les écologistes sont passés à côté du problème, ou est-ce qu'il y a aussi une instrumentalisation des pro-productivistes ? Bon, après, je pense que le rôle des politiques, on le voit bien, c'est-à-dire que, et c'est là-dessus que certains font preuve d'un manque parfois d'anticipation, c'est qu'à partir du moment où il y a une crise, il faut se positionner. Donc il y a le jeu politique qui essaie de capter la crise et la colère pour en profiter. Alors c'est ce que fait le RN, c'est ce qu'essaye de faire la droite, et c'est ce qu'essaye aussi de faire essaye de faire la gauche. Bon, je pense que la vraie question, c'est une question technique. Alors bien sûr, il y a les postures politiques, mais c'est la question technique. C'est est-ce qu'on doit revenir au prix garanti sur certaines filières pour assurer notre souveraineté et notre indépendance alimentaire? Est-ce qu'on doit revenir à des quotas d'importation, par exemple, pour protéger un certain nombre d'agriculteurs? C'est ça la vraie question. Moi, je pense que oui. Sauf que si on pose cette question-là, on revient sur des principes qui ont été mis en place dans les années 80 et dont une majorité
de nos élus, qu'ils soient du Parti socialiste ou de la droite ou de l'extrême droite, pour qui ces valeurs sont importantes. C'est-à-dire c'est les valeurs de libre concurrence, de marché, etc. etc. Est-ce que la gauche doit faire convergence dans ce mouvement? La CGT a par exemple appelé à discuter, à rejoindre le mouvement. Oui, je pense que là, oui. L'agriculture, c'est l'alimentation. Les Français, vous savez, dans un sondage qui était sorti au journal Les Échos, les Français à 80% étaient prêts à payer le prix plus cher pour aider les producteurs et pour leur santé. Donc dans l'alimentation, c'est la santé aujourd'hui qui est importante. Et puis c'est aussi la souveraineté alimentaire. Donc là-dessus, il faut vraiment que cette question-là soit prise en main. Il y a une transition écologique à mener. Il ne faut pas que cette transition écologique, elle porte atteinte aux plus fragiles. Les agriculteurs sont dans une situation de fragilité. Pas tous. Hein. Les viticulteurs ont des revenus quand même assez convenables, mais une grosse partie des agriculteurs sont en situation de fragilité. Donc il va falloir trouver un moyen pour les accompagner et faire en sorte de les protéger et d'engager la transition énergétique. Moi, dans un livre qui est sorti en 2020 qui s'appelait « Les délaissés », dans les délaissés, j'avais mis bien sûr les habitants des quartiers populaires de banlieue, j'avais mis les gilets jaunes, j'avais mis les cadres déclassés, mais j'avais aussi mis les agriculteurs. Pour moi, c'était important. Et ils faisaient partie, pour moi, ils étaient soumis, ces 4 groupes, à l'austérité, à la libéralisation et à la financiarisation, qui portaient atteinte à ces 3 groupes. Et j'avais mis les agriculteurs dedans. Donc il y a vraiment, c'est un enjeu majeur, l'agriculture. Merci Thomas. Merci. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Ça fait déjà 3 mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'infos indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 € par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.